Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radiodiffusion nationale tchadienne, chers téléspectateurs de la télévision nationale tchadienne, bienvenue à ce rendez-vous. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur encore et c'est autour d'un thème d'actualité, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous recevons autour de ce plateau 3 dames. Elles vont se présenter tour à tour. Je commence par la gauche. Madame Nelumgagne de Dingam Elisabeth, je suis cadre au niveau du ministère de l'Éducation, enseignante-chercheur au niveau du Centre national de curricula. À ma droite. Moi, je suis Menouji Magre-Enis, cadre au ministère de la Femme. Je suis coordinatrice des associations et groupements de femmes handicapées du Tchad. Et à l'extrême gauche. Je m'appelle Madame Massa Rachel. Je suis cadre au ministère de l'Élevage, inspectrice technique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce thème d'actualité, je le disais, la lutte contre les violences faites aux femmes. La déclaration de l'ONU sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée en 1993, définit la violence à l'égard des femmes comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, ces violences peuvent prendre des formes diverses, violences domestiques, harcèlement ou agression sexuelle, mariage précoce et forcé, mutilation génitale féminine, trafic d'êtres humains, c'est-à-dire l'esclavage, l'exploitation sexuelle, etc., etc. Constat des faits, les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Au Tchad, les actes de violence à l'encontre des femmes sont récurrents malgré les lois internationales ratifiées par le gouvernement et les nombreux textes législatifs qui doivent en principe protéger les femmes contre les différentes formes de violence. Nous notons cependant avec satisfaction que ces actes donnent lieu ces derniers temps à de fortes mobilisations facilitées par les réseaux sociaux notamment. La parole des femmes se libère peu à peu, ce sont des bons signes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'avoir été de nôtres et surtout à vous, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Première question, quelle forme de violence les femmes tchadiennes subissent particulièrement? Je m'adresse à vous, Madame Elisabeth, vous qui êtes à ma gauche. Alors, quelle forme de violence nous notons ici au Tchad? Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur un sujet aussi brûlant que la violence faite aux femmes. Au Tchad, comme dans tous les autres pays, il y a plusieurs formes de violence que les femmes subissent ici. Elles sont généralement en fonction des régions, du milieu. Par exemple, dans le milieu urbain et rural, les formes sont diverses. Et dans le cadre de vie aussi, dans le cadre socio-professionnel, dans le cadre familial, et même dans le cadre pénitentiaire. Il y a des femmes qui sont détenues en prison. Et cela varie également du point de vue de l'âge et du sexe. Mais dans tous les cas, quelle que soit la forme, la violence, elle est physique, sexuelle ou économique. Et elle affecte toujours l'intégrité morale de la personne et de la personne humaine qui est vraiment inviolable et sacrée. Et beaucoup plus, nous voyons au Tchad, au niveau du couple et de la famille, il y a les coups que subissent les femmes au niveau du foyer. Il y a des sévices sexuels, il y a aussi des mutilations génitales et d'autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux fillettes. Il y a également le viol conjugal, il y a les violences liées à la dot, à l'inceste, les violences non conjugales aussi, celles d'un fils à sa mère. Et puis, il y a l'exploitation ou la privation de toute liberté qu'on considère aussi comme des violences. Et au niveau de la collectivité, au niveau de la société, on trouve également des coups de harcèlement sexuel
l'intimidation dans le cadre du travail, il y a des traitements forcés et des médications abusives, l'exploitation et la marchandise du corps des femmes. Il y a des gens qui utilisent des prostituées, des jeunes filles qu'ils utilisent dans le cadre de la prostitution pour leur apporter de l'argent. Et il y a la contraception qui est imposée parfois à ces filles prostituées-là. On impose la contraception pour qu'elles ne puissent pas procréer, avec des avortements forcés et également des jeunes filles, des petites filles sur lesquelles on abuse. Par exemple, même dans les familles, des filles qu'on élève là, et les hommes, les maris ou les jeunes garçons qui sont dans la famille abusent de ces filles-là. Et ce sont aussi des violences qu'on remarque. Et la liste n'est pas exhaustive. Oui, on peut continuer à les citer. Oui, le tableau est très large. Voilà. Madame Rachel, vous pouvez compléter la liste des violences qui sont notées ici au Tchad. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. En ce qui concerne la violence faite aux femmes, la violence est définie comme menace ou l'utilisation intentionnelle par la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre un autrui ou soit contre un groupe de personnes ou soit une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, soit un décès, des dommages psychologiques, etc. D'après la déclaration des Nations Unies, nous avons la violence à l'égard des femmes, c'est défini comme suit. Tout acte de violence qui aboutit ou susceptible d'entraîner une blessure physique, sexuelle, psychologique, elle comprend les actes tels que les menaces, les tortures, les viols ou tout acte exercé sous pression, comme disait ma sœur Elisabeth. Nous avons plusieurs sortes de violences. Il y a la violence conjugale. On peut dire le rapport sexuel sans le consentement de la femme. Oui. C'est aussi une violence. Nous avons aussi des violences verbales à travers les menaces à l'égard des femmes, des enfants, des maltraitances physiques, etc. Madame Megre Eunice, alors vous êtes une cadre du ministère de l'Action sociale et là, Madame Rachel et Madame Elisabeth ont brossé le tableau sombre de cette situation qu'on qualifie de violences faites aux femmes. Mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez compléter la liste s'il y a d'autres pratiques qui semblent être des violences faites aux femmes. Oui, monsieur. Par exemple, l'éducation scolaire. On envoie les garçons à l'école pensant peut-être que c'est eux qui vont réussir, mais les filles sont réservées à la maison pour le mariage et pour les travaux domestiques. Il y a aussi nos sœurs de province ou bien de milieu rural. Là. Elles travaillent ensemble avec leur mari au champ. Mais au moment de récolte, c'est le mari qui gère le produit de la récolte. Donc le fait de les priver du fruit de la récolte... C'est une violence. Ouais. Parce qu'elle a travaillé ensemble avec le monsieur. Et elle doit gérer encore ensemble avec le monsieur. Mais peut-être ce produit-là va servir au monsieur d'aller prendre une ou deuxième femme pour mettre mal à l'aise la dame. Première. Oui. Il y a aussi une violence au niveau de la santé. Par exemple, une femme qui a des problèmes pour accoucher et elle est devant la santé, le personnel de la santé, au moment de l'accouchement, par exemple. On constate que la femme ne peut pas accoucher seule, qu'il faut faire des césariennes ou qu'il faut blâmer les organes génitaux. On pense qu'il faut demander l'avis de son mari. Mais c'est elle qui est en train de mourir, ce n'est pas le mari. Et si le mari dit non, on laisse la femme mourir. C'est une forme de violence. C'est une forme de violence. Donc il y a beaucoup de formes de violence que la femme t'a subi au Tchad. Alors, vous êtes une personne handicapée, vous êtes femme. Est-ce qu'il y a des formes de violence qui sont spécifiquement constatées chez les personnes, les femmes handicapées? Merci de m'avoir posé cette question. Nous, les femmes handicapées, je peux dire on subit doublement les formes de violence par rapport à notre état d'handicap.
Donc, nous avons les barrières physiques, les barrières sensorielles devant nous. Et une fois, par exemple, les jeunes filles, tout à l'heure, quand je suis assise, si les béquilles ne sont pas là, on ne va pas me considérer comme une femme handicapée. Mais c'est les béquilles là qui prouvent que moi, je marche avec les béquilles, donc je suis une femme handicapée. Et les filles handicapées, quand les hommes les approchent, bon, on voit seulement la beauté. Et une fois où on le met en grossesse, le monsieur là, même s'il aime la fille, l'entourage va l'obliger à quitter. Toi, comme ça, là, tu te maries avec celle-là. Toi, comme ça, là, qu'est-ce que tu cherches à côté de celle-là? Et le monsieur sera obligé d'un moment à l'autre d'abandonner la fille, la femme avec les enfants. Donc, c'est une forme de violence spéciale que nous subissons. À cause de son handicap, elle n'est pas... Peut-être elle est abandonnée par son mari parce que tout simplement la société a un autre regard sur elle. C'est ça. Et il y a encore un autre domaine là. Par exemple, si moi je suis handicapée, j'apporte un enfant à la maison sans père, qu'est-ce que les parents vont dire? On est en train de s'occuper de toi et puis tu amènes une autre bouche. Donc les violences sont de tous côtés contre nous, les femmes handicapées. Deuxièmement, pour aller à l'école, là, nous, on n'est pas concernés. Il faut qu'on envoie d'abord les valides à l'école. Et nous, les personnes handicapées, les filles en général, on reste à la maison. Nos mamans nous éduquent à faire des ménages. Et quand tu essaies de maîtriser un peu le domaine de ménage, là, c'est toi qui es vraiment une bonne à faire tout à la maison. Et les autres partent se balader, aller à l'école. Et une fois, tu vas aller chez les amis. Toi, tu pars où? Toi, comme ça, là, tu vas où? Donc, il y a des langages, là, spécifiques qu'on nous emploie et qui sont de violences faites aux femmes handicapées. Oui, et ça a des répercussions psychologiques particulières sur vous. Hein. Oui. Voilà. Et puis les valides, si on les abandonne avec leurs enfants, elles peuvent se débrouiller quelque part pour prendre en charge ces enfants-là. Mais nous, comment on va se prendre? Vous êtes limité. Nous sommes limités par notre handicap, donc on supporte et ça devient un poids lourd. Peut-être nos enfants aussi manquent de moyens pour les envoyer à l'école et autres là. Ils vont devenir aussi des femmes ou des hommes qui vont subir d'autres violences de la société. Merci. Madame Elisabeth, nous avons noté également dans les formes de violence que vous avez brossées dans ce tableau, qu'il y a une forme de violence sur les filles. Et là, vous parlez de violence sur les filles, et ces violences sont faites par les hommes, mais il y a également certaines femmes qui exercent des violences sur les filles qui ne leur appartiennent pas, des filles des autres, qu'on fait venir pour s'occuper de leur éducation et leur encadrement, et finalement elles sont utilisées comme des objets. Oui, c'est vrai, M. Zoutane. Il y a ce cas de violence là aussi. Il y a les jeunes, des petites filles qu'on amène du village la plupart du temps, des filles de nos cousines, de nos tantes, etc., qu'on amène du village, soit disant qu'on va les aider à se scolariser parce qu'au village, elles n'ont pas beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, en les amenant en ville, certaines femmes ne les envoient pas à l'école. Ou alors on les envoie dans une école du quartier là, publique là, où elles n'est même pas suivies. Et si ça leur plaît, on dit aujourd'hui tu peux aller, sinon aujourd'hui tu restes faire les travaux domestiques. Donc elles font toutes les corvées dans la maison. Oui, même si elles sont à l'école, elles n'ont pas le temps pour étudier. Elles n'ont même pas le temps d'étudier. Tu gardes une fois que tu reviens, tu mets les cahiers de côté, tu te mets à faire toutes les corvées. Et les filles de ta parente là, elles peuvent étudier, elles peuvent aller pour leurs loisirs, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Mais toi, c'est toi qui fais toutes les corvées de la maison et tu ne reçois même pas une éducation qui permet de t'épanouir et de devenir une grande femme par la suite. Parce que l'objectif qu'on fait miroiter aux parents, c'est qu'on amène ta fille pour qu'elle reçoive une meilleure éducation. Mais malheureusement, quand on amène, on l'utilise à la maison comme une bonne à tout faire. On ne lui donne pas la possibilité de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être éduqué et grandir dans une atmosphère qui lui permettra de devenir une femme, une femme
qui aura toutes les chances de pouvoir réussir dans la vie de demain. Non, ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Oui. Et nous déplorons ce cas-là. Et parfois même, on arrive à faire de certaines violences sur ces jeunes filles. Parfois, on les tape, on leur verse de l'eau chaude dessus, on leur met les mains dans l'eau chaude parce qu'elles ont volé ceci ou elles ont fait cela. Oui. Donc vraiment, ça c'est aussi déplorable, mais ce sont des violences qui sont exercées sur les petites filles ici. Et malheureusement par les femmes. Malheureusement par nous-mêmes les femmes. Nous-mêmes les femmes. Oui, Madame Massal Rachel, les formes sont nombreuses, mais quelles sont les causes des violences faites aux femmes? Et peut-être vous pouvez aussi nous dire en quelques mots les conséquences néfastes des violences faites aux femmes. Merci, M. Zoutané. Les causes et les conséquences des violences faites aux femmes, ici chez nous au Tchad, nous avons... les causes sont multiples d'ailleurs et on a souvent un lien avec le contexte socio-politique, culturel, environnemental. Et parmi les causes des violences, on distingue les causes liées aux statuts socio-juridiques, de la pratique traditionnelle, néfaste, des droits coutumiers, des conditions de vie, les causes socio-culturelles. Nous avons aussi les causes économiques, nous avons les causes relatives à l'application des textes fondamentaux sur les droits humains. Si les textes ne sont pas appliqués comme il se doit. Voilà. Et là, ça a des conséquences néfastes sur la femme, la société, parce que la femme, elle est une actrice incontournable pour le développement. Puisque les gens ils n'appliquent pas le décret d'application, donc les causes sont tellement nombreuses. Nous avons aussi les conséquences. Les conséquences de ces violences, elles sont nombreuses. Au plan individuel, nous avons les femmes au milieu rural, tel que ma sœur Enis vient de citer. Oui. Dans des milieux ruraux, les femmes subissent énormément des violences. Comme elle disait tout à l'heure, les femmes, elles partent avec leur mari au champ. Les travaux champêtres, ils le font ensemble, mais à la fin, c'est l'homme qui prend la charge. Ouais. En plus de cela, ce que moi j'ai constaté au sud, par exemple, les hommes, ils utilisent ces produits pour aller vendre et pour aller boire. Et des fois, ils laissent les femmes affamées avec les enfants. Comme elle a dit, aller boire ou aller chercher d'autres femmes. D'autres femmes. Non seulement ça, la femme, elle est contrainte de faire des petits commerces pour vraiment joindre les deux bouts. Soit elle va au champ pour chercher les fagots, des fois même les gomboles, c'est les femmes qui s'en vont chercher tout ça. Et l'homme, il ne se soucie de rien. Pour lui, c'est de produire des enfants et il s'en fout. Et si toi, la maman, tu ne t'occupes pas de tes enfants, ça c'est ton problème. Et là, c'est vraiment, cette forme, ce sont des conséquences. Vous voyez? Donc, comme je disais là, ça c'est au plan individuel. Nous avons, au plan familial, les violences sont les causes de l'éclatement de la famille. Ça c'est dans la famille. Une fois que le mari se sépare avec sa femme, il y a le problème, pendant les divorces, il y a le problème de garde des enfants qui se pose. Le plus souvent, la femme n'a pas assez de moyens. Et le monsieur, il réclame les enfants. Et quand il réclame les enfants, c'est pour que les enfants aillent subir ou bien d'autres formes de violence chez la nouvelle épouse. Nouvelle épouse. Les enfants de la première femme divorcée, leur marâtre va les maltraiter. Et là, les enfants, à cause de ce divorce-là, les enfants sont en train de subir aussi d'autres conséquences. Oui. Si les enfants ne réussissent pas à l'école, c'est par rapport à la violence faite par leur papa. Et leur maman a subi la conséquence, elle est divorcée et que voilà, les enfants sont là en train d'errer. Et en ce qui concerne le plan social, nous avons les attitudes transmises d'une génération à une autre. Quand on dit social, pourquoi? Parce que la maman a été divorcée.
il se peut que la maman n'aura pas la chance de bien encadrer sa fille. Et quand la fille n'a pas eu cette bonne éducation, elle aussi, de son tour, elle va prendre un mari ou, avec le temps, elle serait aussi divorcée et ainsi de suite. Donc, les causes, les conséquences sont tellement nombreuses. Merci. Merci. On va demander à Mme Eunice de compléter cette liste de causes et aussi des conséquences. Les causes, ce qu'elle vient de dire, exact, mais je vais amener encore le point de conséquences. Par exemple, nos soeurs de milieu rural surtout, ou bien bon, certaines ethnies, si le mari arrive à décéder, on exproprie. Elle n'a plus droit. Elle n'a plus droit au bien. À l'héritage. À l'héritage laissé par son mari pour s'occuper des enfants. D'abord, parfois, on la renvoie de la maison familiale parce que le monsieur est décédé. Donc, il y a certaines régions qui font ça. La femme est considérée comme un bien. Un bien parmi les biens du mari. Donc, on la donne à un autre mari. Dans certaines régions, on donne la femme à un mari. On lui donne attribuer un mari au moment où elle est encore sous le choc du décès de son conjoint. Donc ça, c'est une violence, une forte violence faite aux femmes. Il y a beaucoup de points qu'on peut évoquer sur cette question-là. Oui. Et Madame Elisabeth, il y a beaucoup de causes. Beaucoup de causes. Peut-être que vous avez encore d'autres éléments qui constituent les causes. Sinon, les conséquences néfastes des violences faites aux femmes. Il y a aussi la pauvreté, excusez-moi. Oui. Il y a la pauvreté. Quand, par exemple, on a dit tout à l'heure que le fait de travailler ensemble avec son mari et qu'on est épargné de la gestion, ça crée la pauvreté. Et si une mère de famille arrive à faire une bonne gestion, c'est le bien de toute la famille. C'est le bien-être de toute la famille. Mais si c'est le monsieur seul qui détient le monopole de ressources de la famille, c'est aussi la famille qui souffre. Lui, il se croit bien avec ces ressources-là. Il pense qu'il est bien. Mais quand tu es bien sans les membres de ta famille, est-ce que c'est une bien-aisance? Les enfants souffrent à côté, la femme souffre à côté. Et on prend le bien pour aller boire, pour aller chercher d'autres femmes, pour aller dépenser ailleurs, au lieu de dépenser pour la famille. C'est une forme de violence qui attaque toute la famille et non pas la femme seule. Et là, vous parlez en termes de conséquences, puisque quand on va boire l'alcool, et finalement les enfants sont abandonnés à leur triste sort. C'est ça. Voilà, Madame Elisabeth. Oui, moi je pense que mes soeurs ont touché du doigt les causes, mais je peux toujours apporter encore un point et insister sur le fait que les principales causes vraiment au Tchad, ce sont les pratiques traditionnelles néfastes que nous traînons. Dans toutes les sociétés, dans toutes les ethnies, il y a ces pratiques-là. Et les femmes sont toujours reléguées au second plan. C'est comme ça dans la pratique. Et puis notre système au Tchad, c'est le système patriarcal. C'est l'homme d'abord. L'homme d'abord. Qui est le maître de tout. Voilà, qui est maître de tout. Donc c'est ce que l'homme décide qui va se faire. Et dans la tradition, la femme, elle doit être toujours soumise. Elle ne s'exprime pas, elle subit. Donc même en étant éduquée à notre statut de femme éduquée même là, à un moment donné, nous devons rester soumises. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas extérioriser. Parce que nous avons déjà eu cette éducation-là, de ne pas tout extérioriser. Donc on subit. C'est comme ça que les jeunes filles subissent, nous les grandes femmes, on subit et on tolère. Il y a certains comportements que nous tolérons aussi. Nous disons que, comme nous sommes femmes là, on laisse tomber, on ne peut pas aller plus loin. Et on laisse les hommes abuser de nous, ou bien la société abuser de nous. Oui, il y a au cours d'une émission de sensibilisation, une femme a fait une déclaration, une femme rurale, qui a considéré le sujet comme mal placé, puisqu'elle trouve que le mari qui aime sa femme doit la battre, par exemple. Voilà. C'est une forme de violence dans laquelle la femme préfère se résigner. Voilà. Et elle dit que c'est normal. C'est un acte d'amour. Voilà.
Alors, nous allons évoluer par rapport à cette émission. À qui la responsabilité? À qui la responsabilité? Pourquoi cette violence se perpétue et nous restons passifs devant cette situation? À qui la responsabilité, Madame Rachel? Moi, je pense que c'est nos frères, hein. C'est les hommes. La responsabilité incombe les hommes. Parce que c'est eux qui sont tellement violents, ils frappent sur leurs femmes, ils ne respectent même pas les femmes. Et moi, à mon niveau, je peux dire que c'est les hommes qui sont responsables de cette violence. Donc, la cette responsabilité là, incombe aux hommes. Les hommes. Madame Elisabeth? Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Parce que nous vivons dans une société. Et j'ai dit qu'au niveau de la société, il y a un regard sur la femme. Mais maintenant que la parole nous a été donnée à nous les femmes, qu'est-ce qui nous empêche maintenant de pouvoir défendre nos droits, de pouvoir le dire haut et fort? Quand à la maison même, avec notre conjoint à la maison, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi le dire haut et fort, ne pas le dire haut et fort? Et si nous sommes violentés, nous avons par exemple des lois qui nous défendent. Nous pouvons aussi amener ceux-là qui nous font violence là, au niveau de la loi. Mais nous disons non. Nous les femmes disons non, parce que si tu amènes quelqu'un à la justice, on va dire, quelque chose qu'on doit régler en famille, là, voilà, maintenant elle est allée étaler ça là-bas au niveau de la justice. Donc, on reste toujours dans le cadre à être résilient. Donc, la responsabilité est partagée, puisque maintenant la lumière est faite sur toutes ces violences-là, de telle sorte que nous qui sommes un peu éclairés, nous pouvons aider ceux qui sont restés dans la lumière. Mais nous ne le faisons pas. La dernière fois, on échangeait avec les femmes. Une femme a dit que son mari abusait de la fille qu'elle élevait, ils étaient à la maison. Le mari abusait de la fille. Mais la femme était incapable de dénoncer le mari parce qu'elle va perdre son foyer. Parce qu'elle va perdre son foyer, elle ne dénonce pas le mari. Elle laisse à ce que le mari renvoie la fillette là au village avec une grossesse. Pour qu'elle puisse garder son foyer. Donc, il y a... La responsabilité est partagée maintenant. Oui. La responsabilité est partagée. Vous êtes d'avis, hein, Madame Elis? Oui, c'est partagé, mais il y a aussi l'impunité des auteurs de violences faites aux femmes. Oui, l'impunité, c'est-à-dire le laxisme. Là, vous attaquez la justice, vous attaquez le gouvernement? La justice et parce qu'on n'applique pas les textes. Autorités. On n'applique pas les textes. Les textes sont votés, sont adoptés par le gouvernement. Mais... Alors, je ne vous coupe pas la parole, madame. Et est-ce que ces violences sont souvent signalées, sont portées à la connaissance des autorités compétentes? Ce n'est pas toutes les violences qui sont signalées, mais certaines violences ont été signalées, mais à la longue, on aboutit nulle part. Oui. Donc ça prouve que si au moins on donne un bon exemple, avec une bonne punition sévère à l'auteur de la violence, ça va donner un exemple à d'autres qui vont quand même atténuer. Mais on ne fait presque rien, on ne punit pas assez les auteurs de violence. Donc moi, j'accuse les autorités, j'accuse aussi la justice qui ne fait pas son travail. Oui, Madame Rachel, l'impunité? Franchement, c'est que ma sœur Eunice vient de relater. L'impunité perpétue la violence. L'impunité perpétue la violence. Ouais. Je peux vous citer quelques exemples. En novembre dernier, je ne sais pas si vous êtes informés, regardez ce que l'homme a fait avec sa femme. Sa propre femme, il a foutu le bâton dans le sexe. Moïse, la femme allait mourir si ce n'était pas que les autorités se sont intervenues, sinon elle perdait sa vie. Ça c'est un. Et de deux, un homme de 40 ans. Est-ce que vous savez quelle suite on a donné à cette situation? Est-ce que le type ne se retrouve pas en prison? Non, même s'il se retrouve en prison, est-ce que c'est une solution? Dans des cas comme ça, normalement, on devrait peut-être l'exécuter, mais pas le garder en prison. Mais parce qu'il avait déjà... au Tchad, madame. Non, mais on peut appliquer ça exceptionnellement pour ces messieurs, pour ne pas que les autres, qu'ils sachent que franchement, si vous acceptez de faire de tels actes-là, vous serez peut-être exécuté ou soit condamné à perpétuité. Oui. Hein? Mais les gens n'appliquent pas. Par exemple, un homme de 40 ans qui se permet de violer un enfant de 6 ans, est-ce que c'est faisable? Vous voyez, ça c'est du jamais vu. Ça, je peux dire que c'est sa petite fille même, un homme de 40 ans. Ce n'est pas les femmes qui en manquent au Tchad. Hein? Ou soit
le garçon qui a tué sa cadette, ça c'est dans le quartier Gozator, un garçon qui a égorgé carrément sa soeur. C'est des choses qui ne devraient pas se faire. Vous voyez, nous, au Tchad, notre mœurs ne nous permet pas d'utiliser, c'est pas moi. Alors, de telles pratiques. Madame, je voudrais que vous gardiez la parole pour me dire, Madame Rachel, oui. Qui perpétue, par exemple, cette pratique, la mutilation génitale féminine? Est-ce que ce ne sont pas des femmes? C'est des femmes, bien sûr. Alors, on cite ici comme une forme de violence faite aux femmes. Bon, ça, comme je disais tout à l'heure, là, c'est un problème de coutume. Tout à l'heure, dans ce que je viens de dire, là, j'ai parlé du droit coutumier. C'est un problème de coutume. Si le coutume exige, les gens sont obligés de pratiquer. Vous voyez? Et jusqu'à là, les gens, ils se cachent et ils le pratiquent. Parce que c'est leur coutume qui les oblige pour la mutilation génitale. C'est une part des responsabilités de certaines femmes qui continuent à garder ce rythme-là. Oui, voilà. Oui. Madame. C'est une part des responsabilités des femmes, mais dans cette pratique comment on appelle mutilation génitale, il y a aussi la part des hommes. Il y avait une année où on était allé travailler avec un groupe de femmes dans le sud. On échangeait sur l'excision là. Ils ont dit, mais madame, nous on voudrait bien ne pas exciser nos filles et ne pas être excisées. Mais dans notre région là, il y a l'initiation. Les hommes initiés ne mangent pas. Et même quand ils sont à l'initiation, quand ils sont encore en brousse là, ce sont les femmes excisées qui doivent le préparer pour aller leur envoyer à manger. Et si tu reviens de l'initiation, que ta femme n'est pas excisée, tu ne peux plus rejoindre cette femme-là. Donc, à cause de ça, là, elles ne peuvent pas abandonner l'excision. Sinon, leurs maris vont les abandonner. Et puis, de toutes les façons, elles ne pourront pas être intégrées dans la famille avec les hommes qui sont initiés et les femmes non excisées. Elles ne peuvent pas collaborer. Donc, il y a encore quelque part, il y a la part des hommes là-dedans. Donc, et même par rapport à la justice dont mes soeurs ont parlé, c'est que les tenants et aboutissants de la justice sont des hommes. C'est ça. Oui. Moi, je dis que c'est les hommes qui vont trancher toujours. C'est eux toujours qui vont aller trancher et ils vont adoucir pour la peine envers cet homme-là, pour pouvoir laisser les femmes dans la souffrance. Maintenant, on ne doit pas baisser les bras à cause de ça. Là. On ne devait pas baisser les bras. Vous devez continuer on doit toujours aller plus loin. C'est ça. Oui, et on va arriver aux pistes de solutions qu'on va proposer pour mener cette lutte acharnée contre ces pratiques. Et Madame Rachel, vous représentez une organisation féminine, plutôt Madame Elisabeth, vous représentez une organisation féminine au niveau de l'Église, au niveau de Codni. Et est-ce qu'au niveau des religions, c'est-à-dire par exemple votre Église, votre religion, est-ce que de temps en temps les leaders de cette religion-là vous écoutent et essayent de relayer les informations, puisque d'habitude ce sont des hommes qui sont des leaders. Est-ce qu'ils relaient l'information? Ils essaient de sensibiliser les fidèles. Oui, au niveau de l'Église catholique, il y a un travail qui s'est fait là et qui continue à se faire. Parce que il y a même des cas concrets. Moi, par exemple, je suis maman catéchiste et j'enseigne les enfants la parole de Dieu. Maintenant, les jeunes garçons, ils vont à l'initiation. Quand ils reviennent, ils n'intègrent pas le cours de catéchèse que je suis en train de faire. Ouais, après l'initiation, ils ne doivent plus appartenir à ce groupe. Ils ne reviennent pas. Ou quand ils reviennent même, ils ne parlent pas aux jeunes filles qui sont là. Donc, les responsables religieux sont obligés de leur faire comprendre que ici, on est au niveau de la religion. Si tu veux pratiquer les trucs traditionnels, tu ne peux pas revenir à la religion et puis te comporter de cette manière. Parce que la religion bannit toutes ces choses-là qui créent la division entre les gens et qui font qu'il n'y a pas d'égalité. Puisque quand tu reviens, tu ne parles pas à ton ami qui n'est pas excisé au niveau de l'église, tu ne lui adresses pas la parole. Il faut qu'il te paye ou alors il faut un temps donné. Et à une fille, tu ne parles pas. Donc on est en train, ils sont en train de travailler pour voir comment faire en sorte que
ça ne puisse pas avoir un impact sur la vie des fidèles chrétiens, sur leur foi. Parce que si tu as la foi en Christ, les choses anciennes n'existent plus. Les choses anciennes n'existent plus. Tu ne peux pas te comporter comme un traditionnaliste et puis après comme un chrétien. Il faut faire un choix. Voilà, nous allons évoluer. Est-ce qu'il y a des textes législatifs qui réglementent un peu les violences faites aux femmes? Parce que vous êtes cadre du ministère de l'Action sociale. Oui, il y a beaucoup de textes. Que je ne peux pas elle avait fait, Madame Rachel a fait... ici, mais il y a des textes, il y a des conventions, par exemple les conventions relatives à l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes. Mais le Tchad a ratifié la convention, mais il n'a pas ratifié le protocole d'application de cette convention-là. Donc, beaucoup de textes ont été votés, les conventions ont été ratifiées, mais l'application cause de problèmes. L'application effective des textes internationaux comme des textes nationaux, ça ne se fait pas comme il se doit. On se plaît dans l'élaboration de lois, on se plaît dans la ratification de textes, mais c'est l'application qui pose problème. Oui, Madame Rachel, l'application pose problème. Bon, ce qui est vrai, l'application pose problème parce que les gens n'ont pas pris un décret d'application. C'est vrai, les textes sont là. Nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons la Convention sur les droits politiques de la femme. Nous avons aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civiques et politiques. Nous avons aussi la Convention sur le consentement au mariage précoce. Les âges minimums sont retenus, tout ça. Donc, ce qui est vrai, il y en a plusieurs, quoi. Je ne peux pas tout citer. Mais c'est le décret d'application qui pose problème. Oui, et c'est la même... vous avez le même avis? Oui, c'est le même parce que le Tchad a fait des efforts pour pouvoir ratifier certains textes et adhérer à certaines conventions. Mais c'est l'application qui cause toujours problème. Il y a des difficultés pour pouvoir appliquer ces textes-là. Même au niveau du code pénal et du code civil, c'est clair. Il y a des textes qui protègent les femmes contre ces violences-là, mais ils ne sont pas appliqués. Alors, il y a aussi, je m'excuse, il y a aussi le problème de donner l'autorisation aux associations de droits de l'homme en général. Et je parle de l'association de femmes juristes et autres qui font qui font un excellent travail sur le terrain. Mais quand on amène le problème vers la justice, on ne sent pas vraiment le travail de la justice, comme je venais de dire. Donc nous, les femmes, comme a dit Elisabeth, nous nous mettons au travail. Mais il faut que les hommes nous aident à aboutir. Mais ces hommes-là, ce sont eux qui sont l'auteur de violence. C'est eux encore qui vont être juges et partis. Ils nous bloquent. Ils nous empêchent d'évoluer. Donc les hommes vous empêchent de lutter contre les violences faites aux femmes? Oui. Ils trouvent que c'est normal? C'est normal parce que tout à l'heure, Elisabeth a parlé de dénonciation. Une femme, si son mari la bat comme quoi, elle ne peut pas aller crier dehors que mon mari m'a battu, mon mari m'a fait cela. Donc on trouve que tu n'es pas une femme normale. Il faut te résigner. Même si on t'a battu, tu ne peux pas lever le doigt. Il faut attendre. Dans certaines régions, c'est comme ça. Il faut baisser la tête pour que le monsieur tape jusqu'à sa satisfaction. Et ça, c'est la coutume. Ça, c'est la tradition. Et ce sont les hommes qui maintiennent. Même au niveau rural, les chefs et autres, les chefs de village, les chefs de canton et autres, sont des hommes. Oui. Non, moi, je n'ai pas... Peut-être qu'il y en a, mais les femmes chefs de canton et autres, là, il n'y en a pas assez. Il y en a même, il n'en aura pas beaucoup. Donc, nous sommes entourés des hommes qui sont en train de perpétuer les violences faites sur les femmes. Protéger ceux qui font de la violence. Oui. Et Madame Rachel, c'est vrai que c'est des situations réelles et les textes sont là, qui ne sont pas appliqués. Mais est-ce qu'il y a, quand vous voyez chaque année, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a un petit changement? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Oui.
J'espère que les gens sont en train de vulgariser les textes. Et à notre niveau, ici, dans la capitale, c'est bon. Les femmes, ils savent comment se prendre en charge, elles se défendent. Mais c'est beaucoup plus là, sur le côté... du pays. Voilà. Mais c'est beaucoup plus là, sur le rural, quoi. Les femmes qui sont dans les provinces, là, jusqu'à là, elles sont restées sous-informées. C'est ça notre inquiétude. Notre grand problème, on veut vraiment qu'on vulgarise le texte jusqu'en province, afin que les femmes rurales aussi sachent comment vraiment défendre vraiment leur cause. C'est ça notre souci. Oui, en termes d'avancées, hein, parce qu'on ne peut pas peindre tout en noir. Non, Ouais. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a des avancées. Mais je pense que le ministère de l'Action sociale est en train de faire ce travail-là avec les stratégies nationales basées sur de lutte contre les violences basées sur les genres. Ils font des travaux de sensibilisation avec leurs partenaires, différentes organisations de la place. Ils sensibilisent les femmes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir dénoncer les violences faites aux femmes. Et il y a certaines associations qui travaillent même jusque dans les zones rurales, qui prennent le relais. Et comme ma sœur Eunice l'a dit là, les associations de droits de l'homme, la PLFT, les CELIAF, tout ça, ils ont des antennes au niveau régional, sous-régional. Ils relayent les informations avec des partenaires qui essaient quand même de dénoncer et de sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent réagir si elles sont violentées. Donc, de plus en plus, les femmes en parlent. Elles vont dans des associations pour se plaindre, elles donnent les formations et les femmes vont chercher et les aident à pouvoir aller de l'avant, même aller jusqu'au niveau de la justice. Il faut qu'elles y aillent et tout ça. Donc, il y a quand même des avancées, des avancées qui sont notoires. Mais quand on voit toutes les violences qui sont faites, quand on voit ces avancées-là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, quoi. Mais nous ne sommes pas découragés parce que c'est comme ça. La lutte, elle a commencé et elle va continuer parce que c'est un problème social. C'est pas un seul individu, c'est un problème social. C'est pourquoi c'est difficile d'arrêter ça. Il faut que les femmes elles-mêmes prennent conscience et qu'elles réagissent et elles se défendent. Sinon, c'est leur dignité aussi, c'est notre dignité qui est en cause. Et vous avez... Oui, allez-y, Madame Eunice. Moi, je voudrais encore ajouter un point là. Par exemple, les conflits communautaires. Ça cause des morts, ça crée des handicapés. Et quand c'est un être humain qui est mort, par exemple le mari, le père, l'époux, les enfants sont orphelins. La femme est veuve. Et la sœur voit son frère en train de souffrir. Donc les conflits, quelles que soient les violences faites à l'être humain, c'est la femme qui ressent ça. C'est la femme qui a... La violence retourne toujours vers les femmes. Donc, alors quand vous dites, cela veut dire que toute pratique de violence violente, telles que par exemple la guerre civile, les conflits intercommunautaires, les bagarres dans la rue, c'est la femme qui subit une forme de violence. Et les conséquences sont multiples. Oui, surtout sur les femmes. Là, c'est un aspect important, Madame Rachel. Vous pensez que c'est ça? Je suis très d'accord avec son avis. Parce que tout ce que ma sœur Eunice vient de citer, vraiment, je trouve que c'est normal. Parce que à la fin, c'est la femme qui subit toutes les conséquences. Si aujourd'hui le mari tombe par la suite d'une menace quelconque, c'est madame qui souffre avec les enfants. C'est une violence que la madame a déjà subie avec les enfants. Vous voyez, tout ça. Et si c'est une femme qui ne se défend pas, quelle serait la cause même de ces enfants? C'est ça le grand problème. Donc c'est là où les femmes, c'est le moteur de tout ce qui adviendra comme conséquence là, et comme violence en même temps. Oui. Madame Nolomungaye Elisabeth, nous avons cité les textes. Il y a les textes, il y a aussi les différentes constitutions de la République du Tchad qui prévoient des articles consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que ces textes juridiques ont des limites?
Bon, ce texte juridique, nous le disons que ils n'ont pas tellement, les textes n'ont pas de limites. C'est l'application. Même si c'est un seul texte qui protège la femme et que ce texte-là est appliqué là, ça va réduire les violences. Mais même la constitution du Tchad protège tous les Tchadiens, dont la femme. Oui. Mais pourquoi la femme n'est pas protégée par cette constitution? Hein? Les différentes sortes de violences pratiquées sur la femme, il y a une convention. Le Tchad a ratifié. Pourquoi le Tchad n'applique pas ça? Même si un ou deux textes existent et que ces textes-là sont appliqués, là, ça va réduire les violences. Mais les textes ne sont pas appliqués. Comment on appelle, et ceux qui provoquent les violences, là, ils ne sont pas punis. On a parlé de l'impunité ici. La personne qui t'a agressé, le voilà, il se promène dans la rue, tu le vois tous les jours. Donc comment voulez-vous que ces violences-là puissent régresser de manière notoire? Alors, quel est votre avis, je pose la question à qui veut la prendre, par rapport aux moyens de communication qui se développent, les réseaux sociaux, qui essaient de relayer les informations, et cela, le fait d'amplifier les informations, c'est aussi une forme de lutte contre la violence. Alors, quel est votre avis par rapport à ce moyen de communication qui semble donner un coup de main à la lutte contre les violences faites aux femmes? Oui, moi je peux dire que ces moyens de communication, surtout les réseaux sociaux là, ça aide beaucoup à montrer du doigt les violences que subissent les femmes. Parce qu'une fois qu'une violence est arrivée dans un milieu, que ce soit milieu rural, maintenant même dans le milieu rural, vite les jeunes qui sont là, les jeunes garçons, ils filment et ils balancent ça sur le réseau. Donc ça permet de relayer l'information et les gens condamnent ça en même temps. Et les condamnations aussi pleuvent sur les réseaux sociaux. Donc ça aide à limiter certaines exactions. Parce que les gens se disent que maintenant, là, même si tu t'enfermes dans ta chambre, tu fais quelque chose, les gens ils te voient. Ils te voient, c'est ça. Donc les gens ont un peu peur qu'on puisse les dénoncer comme ça, publiquement dans les réseaux sociaux. Là. Ça limite un peu, ça freine un peu. Oui, on a une loi qui réglemente le mariage, les mariages précoces et les enfants, tout ça. Forcés. Lorsque ce cas se produit quelque part, rapidement, les réseaux sociaux relaient l'information. Comme les cas de viol aussi, qui sont maintenant fréquents dans nos milieux, dans le sud comme ici en ville, les cas de viol. Rapidement, ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Et vous commentez cet aspect? Oui, je commente. Moi, je reviens beaucoup plus sur mes consoeurs handicapées. Nous avons un texte, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont son article 6, je m'excuse, je pense, a parlé des femmes handicapées, des droits des femmes handicapées. Mais dans l'application, il n'y a pas d'application d'accord. Oui, comme disaient les autres. Comme disaient les autres, il n'y a pas d'application. Et nous subissons toutes les formes de violence. Tout à l'heure, j'ai dit que les guerres, les tueries et autres, on crée des personnes handicapées à travers les guerres, à travers les conflits communautaires et autres. Mais on ne peut pas prendre en charge ces personnes handicapées. Pourquoi crier? Si tu n'es pas en mesure de prendre ceux qui sont sur tes bras en ce moment, pourquoi augmenter le nombre? Vraiment. Tout à l'heure, par exemple, les marches de l'autre jour, une femme qui a reçu quelque chose, qui a crevé l'œil de la jeune fille. Elle est restée toute sa vie handicapée. Oui, elle n'a pas reçu cette balle parce qu'elle est femme. C'est parce qu'elle était dans le groupe, c'est arrivé. Alors, je ne défends pas ceux qui ont tiré. Alors, nous allons passer aux pistes de solutions. Et est-ce que il y a quand même des solutions qu'on peut explorer pour ne serait-ce qu'atténuer ces situations de violence faites aux femmes? Madame Rachel. Oui, il peut y avoir des pistes de solutions. Moi, je demande à ce que le gouvernement applique vraiment le texte. Il faut qu'il y ait vraiment un décret d'application. Et s'il y a des formes de violence, il faut que la personne soit vraiment réprimée normalement et convenablement. Jugée. Voilà, jugée. Jugée et condamnée en même temps. Pas jugée, aller le laisser, mais jugée et condamnée. Et non seulement ça, il y a certains, ils sont protégés par la loi. Parce que c'est une famille qui est aisée, donc on ne doit pas le condamner.
Et cette personne, elle est vraiment protégée par la loi. Et c'est ceux-là qui sont à l'origine des violences. Beaucoup de choses qui se passent ici au Tchad. Et comme c'est une famille aisée, une famille noble, on ne peut pas le poursuivre. Demain, il est là. Un autre, il va, il dit, mais telle personne a fait, on ne l'a pas condamné, moi aussi je veux faire. Et c'est tout ça qui continue et qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser ces fléaux. Oui. Mais s'il faut vraiment qu'il y ait un décret d'application, on les réprime fortement. J'espère qu'on peut aboutir à une solution fiable. Merci. Et Madame Nelunga Elisabeth? Moi, je pense qu'en plus de punir les auteurs de violences, là, c'est vraiment comme Rachel a dit, là, si on punit les auteurs de violences, les autres vont se rendre compte que nul ne peut... nul n'est au-dessus de la loi. Et puis, au niveau de notre société même, nous devons travailler pour pouvoir faire évoluer l'image de la femme, lui reconnaître sa dignité et lui reconnaître sa place. Parce que quand on est en train de faire la violence à la petite fille ou la violence à la femme qui est son épouse, comment imaginer que tu es en train de battre sur ton épouse comme si c'était sur un tam-tam? Et puis, certaines traditions qui font que même si tu es battu, maltraité, tu ne dois plus repartir chez tes parents. Il faut rester là où tu es. Donc, il faut qu'on fasse évoluer un peu les traditions qui sont négatives, là, qu'on les laisse tomber. Oui. On ne peut que faire valoir certains aspects de la tradition qui nous arrangent aujourd'hui de nos jours. Par exemple, pour aider nos jeunes filles et nos jeunes garçons à ne pas perdre le repère. Mais c'est ces traditions qui relèguent la femme au second plan, qui ne donnent pas la parole à la femme. Quand on dit qu'au niveau du gouvernement, on va donner 50% de place à la femme et qu'on ne lui donne pas, on dit on commence par 30% et on va évoluer. Jusqu'à quand on va évoluer? Donc il faut que nos pratiques à nous-mêmes changent. On dit quelque chose et on fait le contraire. Comment est-ce que les choses peuvent évoluer? Si nous-mêmes, en tant que responsables au haut niveau, on dit qu'on va enrayer la violence et on ne met pas en place tout l'arsenal qu'il faut pour pouvoir enrayer la violence. C'est aussi une volonté politique. Si on dit que les stratégies de lutte contre la violence que je vois dans la stratégie nationale que le ministère de la Femme a élaborée là, si tu lis ces stratégies-là, elles peuvent vraiment aider. Mais comment mettre en pratique toutes ces stratégies-là s'il n'y a pas une volonté notoire politique pour pouvoir les mettre en pratique? Si on cherche le financement et on ne donne pas pour que le travail soit fait, comment on va le mettre en pratique? Oui, vous êtes enseignante chercheur au niveau du Centre national de curricula. Est-ce que vous avez pensé introduire des textes sur la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple dans les livres, sous forme de récitation, sous forme de lecture, pour enseigner les enfants qui sont le fruit de la génération future? Est-ce que vous avez pensé à ça? Si. Ça peut être une piste de solution? Oui, c'est une piste de solution. Parce que moi-même, dans ma division à moi, je veille à ce que les leçons qu'on écrive là, on utilise des thèmes qui sont transversaux. Par exemple, la lutte contre les violences, égalité homme-femme, et les trucs de la justice, et l'environnement, tous ces thèmes sur lesquels on ne travaille pas de manière spécifique là, on fait des leçons concernant ces thèmes. En se basant sur les réalités tchadiennes. Par exemple, comment on appelle, les jeunes filles déscolarisées, par exemple, celles qui vont à l'école, et puis après elles tombent enceintes et elles viennent rester à la maison. Voilà. On écrit une leçon là-dessus. Donc les filles, quand ils vont lire cette leçon-là, ils vont dire, Fatimé, elle avait comme ambition de devenir une infirmière. Maintenant, elle n'est qu'au CM1 ou au CM2, on lui a donné en mariage à une fille, à un garçon. Maintenant, elle se retrouve à la maison avec 2 ou 3 enfants et encore une grossesse. Elle est là, elle regarde les filles, les autres filles revenir de l'école, elle les regarde comme ça, elle rêve, elle pense à son rêve. Elle dit, moi Fatimé, je voulais être une infirmière
pour pouvoir aider les autres, aider les malades. Me voilà maintenant à la maison avec 3 enfants et une grossesse. Pauvre de moi. Ça, nous le lisons dans notre texte. Oui, et puis les cinéastes peuvent tourner des films avec ça, réaliser des documentaires. Et nous allons terminer avec vous, hein, Madame Eunice. Je veux compléter, Elisabeth, par rapport à la violence. Là. Par exemple, les petits garçons et les jeunes filles qui vont ensemble à l'école. Dès qu'elles sont de retour à la maison, c'est la fille qui continue son travail de ménage. Le petit bonhomme, il va jouer au ballon, il se recrée, il peut étudier. Donc c'est ça aussi le point qui ne fait pas avancer les filles à l'école. On ne laisse pas les filles étudier pour avoir un niveau, pour reconnaître leurs droits, pour se défendre. Et on favorise les garçons à étudier, on leur donne beaucoup de temps. Mais la fille, dès qu'elle retourne, elle va au marché, elle va puiser de l'eau, elle fait le ménage, elle fait tout. Donc, le soir, elle tombe fatiguée, elle ne peut pas étudier. Donc, on accorde du temps. Une de mes solutions, c'est qu'on accorde du temps à nos filles d'étudier comme les garçons. Qu'on maintienne aussi les filles à l'école aussi longtemps qu'il le faut. Et puis, bon, au niveau rural, si on peut partager le terrain, le titre foncier, on donne aux femmes les terrains pour qu'elles cultivent elles-mêmes leurs champs pour bénéficier de récoltes au lieu de travailler tout le temps avec le monsieur qui a mis une femme. Merci beaucoup. Puis je n'ai pas fini. Allez-y très rapidement parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Donc on aimerait que les institutions et autres qui aident les femmes à lutter contre les violences là viennent vers nous parce que nos problèmes sont spécifiques. Donc on va lutter aussi spécifiquement contre les violences faites aux femmes handicapées. Voilà, merci. C'est sur votre intervention que nous disons que l'émission prend fin. Nous tenons à vous remercier. Nous remercions Madame Massal Rachel. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre au ministère de l'élevage et des productions animales. Et vous êtes au niveau de CODNI également, en train de préparer le dialogue national. Merci aussi à vous, Madame Nelunga Elisabeth. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre national des curricula. Et vous êtes au niveau de CODNI également, en train d'apporter votre contribution pour améliorer la situation des femmes. Et merci, Madame Meugre Eunice. Et vous êtes cadre au ministère de l'Action sociale, une personne handicapée, malgré votre handicap. Vous êtes déplacé pour venir, n'est-ce pas, nous édifier par rapport à cette situation de violence faite aux femmes. Une fois de plus, merci particulier. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. Vous étiez avec nous du début jusqu'à la fin. C'est la fin de l'émission, mais restez toujours à l'écoute des programmes de nos émissions et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.